Donc par ordre alphabétique, nous allons laisser la parole à Théo Beria, qui va nous présenter son travail sur les mobilisations neuroménagères. Bonsoir à tous, merci d'être présents ce soir pour assister à nos présentations respectives et puis merci à l'URPS de cette belle opportunité qui nous accorde aujourd'hui. Donc mon mémoire portait sur le traitement du syndrome du canal carpien par mobilisation neuroménagée et du coup l'intérêt qu'il pouvait présenter pour proposer la kinésithérapie en première intention. Donc ce syndrome, c'est la première neuropathie compressive du membre supérieur et qui résulte de l'atteinte du nerf médian au niveau du poignet. C'est un réel problème de santé publique puisqu'il représentait 37% des maladies professionnelles indemnisables en 2006, formant donc le premier trouble musculo-squelettique et générant 108 millions de frais de prise en charge par les assurances maladie. Intervention kinésithérapique exclue puisque la nomenclature générale des actes professionnels ne rembourse pas la prise en charge kinésithérapique de ce syndrome. C'est ce qu'on va retrouver dans les traitements aujourd'hui de première intention qui vont être proposés en France, avec des injections intracanalaires de corticoïdes et l'immobilisation par attelle. Donc c'est les deux seuls traitements qui peuvent être proposés avant une éventuelle chirurgie, ne laissant aucune place au traitement kinésithérapie. Pourtant, dans la littérature, on va retrouver différentes thérapeutiques, avec notamment du point de vue physiothérapique, les ultrasons, le TENS, les ventouses ou encore le laser. Et du point de vue de la thérapie manuelle, donc les différentes techniques biotensives, dont notamment le massage qui est assez prometteur, et d'autres types de thérapies telles que tous les différents types de mobilisation, qu'elles soient articulaires, tendineuses ou encore neuroménagées, donc ce qui nous intéresse aujourd'hui. Donc les techniques neurodynamiques développées notamment par Shacklock vont se diviser en deux grandes catégories. Donc le traitement des différentes interfaces qui peuvent être conflictuelles pour le nerf. Concernant le nerf médian, on va retrouver 4 types d'interfaces, donc au niveau de l'épaule, avec la tête humérale antérieure, au niveau cervical, au niveau du coude avec le rond pronateur et finalement au niveau du poignet bien évidemment, donc, ce qui est le sujet aujourd'hui. Les mobilisations neuroménagées quant à elles, donc elles font partie intégrante de ce traitement et on les nomme de cette façon-là puisqu'il existe une continuité entre les feuillets les plus externes des méninges et du nerf, à savoir du coup la dure-mère et l'épinèvre. On va retrouver deux types de mobilisation neuroménagée, donc les sliders et les tensionneurs. Alors les sliders vont être effectués en fait en mobilisant deux articulations, une qui va venir tendre le nerf tandis que l'autre va venir le détendre. À l'inverse des tensionneurs pour lesquels les deux articulations vont aller dans le sens de la mise en tension. On peut constater donc selon l'étude de Copiters qui a été proposée en 2008 que les sliders vont entraîner moins de contraintes sur le nerf que les tensionneurs. Donc pour comprendre l'intérêt des mobilisations neuroménagées sur ce syndrome, on va repartir de sa physiopathologie, à commencer donc, par ces deux étiologies, et notamment l'augmentation de pression intracanalaire qui va définir ce syndrome. Elle est la plupart du temps idiopathique et n'explique pas forcément toujours le développement de ce syndrome, puisqu'elle peut être associée en fait à une des différentes zones que j'ai citées précédemment, et qui va venir en fait en combinaison de cette première atteinte du nerf au niveau du poignet, entraîner donc la symptomatologie. C'est ce qu'on va appeler donc, le multichloroche syndrome, qui peut être la seconde étiologie. Donc ces deux étiologies vont entraîner une augmentation de la pression intraneurale qui va être consécutive d'une inflammation et donc de 3 cercles vicieux qui vont l'auto-entretenir. Donc tout d'abord l'œdème, réelle problématique puisqu'en fait l'endonerve et le périnée sont dépourvus de système lymphatique, ce qui va limiter les possibilités d'évacuation de l'œdème. De plus, la sensibilisation périphérique liée donc à la sécrétion de molécules pro-inflammatoires va entraîner une diminution des mobilités de par les signes cliniques neuropathiques que l'on connaît donc, du syndrome du canal carpien et donc une diminution de l'adaptation du nerf aux contraintes qu'on lui propose. Finalement, la fibrose va entraîner une augmentation des tensions du nerf et par effet télescope, une augmentation de la pression intraneurale. Donc, les mobilisations neuroménagées, on va pouvoir agir sur ce syndrome via 4 leviers. Donc, tout d'abord sur le multichloroche syndrome en mobilisant le nerf par rapport aux structures adjacentes, à savoir le système musculo-squelettique
qui peut être générateur de conflits. Ensuite sur l'œdème, puisque les variations de tension adaptées du nerf permettraient de l'évacuer. Ensuite, elles permettraient de diminuer la sécrétion de molécules pro-inflammatoires et également d'éviter l'accumulation et la production de fibrose en continuant de mobiliser le nerf. Donc je me suis posé la question de quel pouvait être l'intérêt de ces mobilisations neuroméningées comparativement aux différents traitements conservateurs que l'on trouve aujourd'hui dans la littérature et dans le cas d'un syndrome du canal carpien non opéré, pour voir notamment l'intérêt qu'il pourrait avoir pour éviter cette chirurgie. C'est ce qu'on verra par la suite. Pour ce faire, j'ai effectué une revue de la littérature avec une démarche systématique basée sur les lignes directrices Prisma et respectant un plan IMRAD. Donc, la méthodologie utilisée, j'ai utilisé 4 bases de données, PubMed, Pedro, Google Scholar et Sciences Direct. Les articles devront être écrits en français, anglais ou encore en espagnol. L'équation de recherche a utilisé le terme anglophone du syndrome du canal carpien et son acronyme et était couplé via l'opérateur booléen AND à 3 descriptifs des techniques neurodynamiques allant du plus général au plus spécifique, à savoir la mobilisation du nerf médian. Ces termes devaient être contenus dans le titre, le résumé ou bien les mots-clés pour pouvoir inclure l'article. Les critères d'éligibilité ont été définis via l'outil, le système PICO, que l'on va retrouver dans nos résultats. Donc 6 essais randomisés contrôlés ont été inclus, les années de publication allant de 2000 à 2018, sachant qu'il y avait une seule étude publiée en 2000 et toutes les autres après 2015, et la moitié des études étaient publiées en 2018, donc assez récentes. Concernant le schéma d'études et la qualité méthodologique, elles ont été évaluées via la grille Pedro et on trouve une répartition assez équitable, alors de 4 à 6 sur 10 selon les études. La population regroupait 382 participants avec une majorité féminine et une moyenne d'âge de 47 ans, ce qui est assez représentatif de l'épidémiologie de ce syndrome. Les groupes interventionnels consistaient donc, comme on l'a vu, dans la mobilisation neuroméningée du nerf médian en sliders et ou en tensionneurs, basés sur les tests de mise en tension d'Euro, soit 1, soit 2A, donc d'une étude à l'autre, ça varie. Les groupes comparateurs, on trouve une répartition assez équitable également, avec 2 groupes par ultrason, 2 groupes de mobilisation articulaire, 2 groupes où il n'y avait pas de traitement, et enfin un seul groupe placebo. Finalement, du point de vue de la répartition des critères de jugement, la douleur qui était le critère de jugement principal était présent dans l'ensemble des études, la fonction dans 5 études sur 6, les paramètres électrophysiologiques dans la moitié des études, la force uniquement dans les 2 études proposées par Wolby, et finalement d'autres critères tels que la positivité de l'UNLT ou encore le recours à la chirurgie après traitement ont été proposés dans une étude. Donc concernant ces 3 critères principaux, la douleur, la fonction et les paramètres électrophysiologiques, à savoir la conduction motrice et sensitive principalement, mais aussi les latences distales, on a des résultats après mobilisation neuroméningée qui vont être statistiquement significatifs et cliniquement importants, donc dans une comparaison intragroupe, c'est-à-dire avant-après. Donc ils vont être statistiquement significatifs et cliniquement importants pour le patient puisqu'ils étaient supérieurs à la DMCI de la douleur et de la fonction, donc pour le traitement neuroméningé. Quand on compare avec les différents groupes comparateurs, on va retrouver du coup une supériorité du traitement par mobilisation neuroméningée comparativement au traitement par ultrason, au placebo ou encore à l'absence de traitement. Concernant la comparaison avec le groupe de mobilisation articulaire, on retrouve des résultats qui sont à peu près similaires. Finalement, on a également pu constater une supériorité du traitement par sliders comparativement au traitement par tensionneurs. Alors il est à noter qu'il faut nuancer tout de même ces propos puisque il est nécessaire en fait de proposer des tensionneurs dans une rééducation puisque le patient risque d'être amené à les rencontrer dans la vie quotidienne, des mises en tension. Et donc à l'image de ce qu'on fait aujourd'hui pour le tendon, il faut proposer en fait l'ensemble des contraintes que le nerf pourra rencontrer pour qu'il puisse s'adapter voilà, un peu à l'image du continuum pour le tendon. Donc la problématique, on l'a vu aujourd'hui, c'est que la kinésithérapie n'est pas prescrite en première intention. Or, d'après les dernières données de la littérature, les ATEM, qui sont l'un des traitements de première intention, seraient plus efficaces en étant associés aux techniques neurodynamiques. De plus, la kinésithérapie permettrait d'éviter pour 61% des patients la chirurgie selon Jardik et Al. Et c'est corrélé avec une enquête qui a été menée par la formation Captain très récemment, donc qui a interrogé ces kinésithérapeutes spécialistes en neurodynamique et qui ont retrouvé un pourcentage similaire. Finalement, 90 millions d'euros d'économies pourraient être
pourrait être effectué donc, selon Brian Littré en 2018, ce qui démontre un réel intérêt de notre profession. La conclusion donc, de ce mémoire, c'était qu'il existait un effet donc, bénéfique et positif des mobilisations neuroméningées. Cependant, l'hétérogénéité de population et de méthodologie des différents articles rendait difficile l'élaboration d'une conclusion générale. Donc, en pratique, comment utiliser un peu l'ensemble de ces connaissances? L'importance va se baser principalement sur le bilan MK, et donc du coup, quand on va recevoir le patient, pour identifier en fait les cas où les mobilisations neuroméningées pourraient être limitées. Le premier cas, ça va être les cas de sensibilisation centrale. Donc, cette sensibilisation centrale peut être évaluée via ce qu'on appelle le CSI, c'est le Central Sensitization Inventory. Donc, dans ce cas-là, en fait, les mobilisations neuroméningées, on a démontré qu'il y avait un réel intérêt, puisqu'elles permettent de diminuer la sensibilisation périphérique à l'origine de la sensibilisation centrale. Donc, elles permettent d'éviter son entretien et son augmentation. Cependant, les changements corticaux induits par la sensibilisation centrale vont nécessiter recours à une autre thérapie supplémentaire, donc notamment l'éducation à la douleur et l'activité physique, principalement à visée aérobique. Dans le cas où cette sensibilisation centrale a été exclue, les UNT permettraient d'évaluer et d'identifier une mécanosensibilité pour lesquelles les mobilisations neuroméningées ont été avérées effectives. Finalement, comme on l'a vu, il est nécessaire de faire un bilan des différents sites conflictuels pour pouvoir identifier un multicrush syndrome et proposer du coup une thérapie neurodynamique des interfaces. En effet, les mobilisations neuroméningées, on l'a vu, peuvent avoir un effet puisque le multicrush va entraîner une mécanosensibilité et elles peuvent permettre de diminuer cette mécanosensibilité. Le seul souci, c'est qu'elles vont agir sur la conséquence et non sur la cause de la pathologie. C'est pour ça que c'est nécessaire de proposer le traitement de ces différents sites conflictuels. Il est à noter que le premier site conflictuel, donc, ce sera bien sûr au niveau du poignet. Il semble donc utile et nécessaire de proposer une mobilisation articulaire donc des os du carpe, pour lesquelles il y a eu en fait de meilleurs résultats lorsqu'elles étaient combinées aux mobilisations neuroméningées. Donc aujourd'hui, je pense que le plus intéressant, c'est vraiment de proposer des mobilisations qu'elles soient articulaires et neuroméningées dans le cadre de ce syndrome. Merci de votre attention.